Bonjour à tout le monde. Au nom de la European Foundation for Democracy, je vous donne le bienvenue, surtout à nos intervenants. Et pour le public, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette discussion. Ça fait partie d'une série de colloques, de webinaires qu'on a organisé, qu'on est en train d'organiser en collaboration avec la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne. En France, on organise ces colloques en collaboration avec Autonomisation citoyenne, représentée ici par Thomas Bouvatier, et Pajos Project, représenté ici par Laurence Binner. Le focus, l'attention de cette colloque, c'est le résultat, je dirais, de ce qu'on a observé en France et dans le monde entier d'un certain côté, comme effet primaire et secondaire, et on entendra de la part de nos intervenants les effets du Covid-19. Ce qu'on a vu, c'est un impact pas seulement du point de vue de la santé des citoyens, de la réponse sanitaire, mais aussi une sorte d'épidémie de fake news qu'on a vu à tous les niveaux. Ce qu'on voudrait faire avec nos experts aujourd'hui, c'est faire un peu le point de la situation et l'analyse de ce que ont été les différentes dynamiques, les différents acteurs et l'impact qu'on a vu surtout du point de vue de la cohésion sociale, du risque de radicalisation, l'impact qu'on a vu sur certains groupes. Et je ne veux pas dire trop, et je voudrais plutôt donner la parole à nos intervenants, des experts qui connaissent la matière de différents points de vue et de façon très approfondie. Je voudrais commencer avec Antoine Bondaz, chercheur auprès de l'Institut de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Antoine, vous êtes un expert de l'Asie, en particulier de la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau en France dans les derniers 6 mois? Qu'est-ce qu'il y a parce que la Chine, c'est pas un acteur, un nouveau acteur. La radicalisation, c'est pas un nouveau acteur. Des fake news, c'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de neuf et auquel on doit faire attention, surtout dans les mois qui viennent? Merci beaucoup Roberta et merci de l'opportunité de discuter avec vous de cette question. C'est une question évidemment extrêmement importante depuis le mois de janvier et le début de cette pandémie ou de la médiatisation de cette pandémie et encore plus depuis ces dernières semaines et ces derniers mois puisque les autorités chinoises se sont lancées dans une campagne de communication sans précédent que ce soit en Chine mais surtout à l'étranger et notamment en Europe pour imposer en quelque sorte leurs éléments de langage sur la crise. Ce qui a commencé comme une crise sanitaire en Chine se transforme ensuite de plus en plus en opportunité politique pour Pékin. Et on va le voir que le cas de la France est extrêmement particulier puisque la communication de l'ambassade de Chine notamment a été particulièrement active. Alors je vais vous présenter quelques slides parce que cela permettra d'appuyer un peu mes propos. A priori, vous devez le voir. Alors, il faut bien comprendre que le début de la communication chinoise autour de la crise vis-à-vis de l'international et notamment vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis a commencé au début du mois de mars. À la fin du mois de janvier et au cours du mois de février, la communication chinoise avait avant tout pour destinataire le public chinois ou la volonté de mettre en scène l'effort considérable mise en œuvre par la Chine à partir de la fin du mois de janvier pour faire face à cette crise sanitaire. À partir du mois de mars, la communication commence à changer et c'est là où il y a les premiers éléments de désinformation dans la communication chinoise.
toute la communication chinoise repose uniquement sur des éléments de désinformation, mais une partie de cette communication repose sur de la désinformation. Et un des cas emblématiques, en quelque sorte, a lieu au milieu du mois de mars, lorsque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, commence à tweeter de façon assez agressive plusieurs articles, mais aussi des auditions du Congrès américain, en détournant en quelque sorte les propos qui y sont tenus et en laissant sous-entendre que la pandémie de la Covid-19 aurait débuté aux États-Unis et non en Chine, et surtout que ce seraient même des militaires américains qui auraient accidentellement apporté le virus à Wuhan lors des Jeux militaires d'octobre 2019. Alors cette rumeur infondée, elle se base notamment sur un article que vous voyez mentionné sur le deuxième tweet, qui est tweeté le 13 mars par le porte-parole, qui est écrit par un certain Larry Romanoff, qui est extrêmement productif, puisque en quelques semaines, il a publié plus de 70 longs articles. Les articles initialement sont généralement pro-chinois, anti-sionistes, anti-médias. Et puis à partir de la fin du mois de janvier, les articles vont commencer à s'intéresser à la question de l'épidémie de la Covid-19 et puis à partir du mois de mars, encore une fois, à remettre en cause l'origine de la pandémie. La question n'est pas savoir si le virus vient de Chine ou pas, ça c'est un faux débat, mais de savoir si la pandémie a bel et bien commencé à Wuhan, ce qui est un fait pour l'instant incontestable. Et l'objectif évidemment des autorités chinoises à ce moment-là, c'est de le remettre en cause. Et vous voyez que les différents comptes des ambassades de Chine à l'étranger, par exemple cette ambassade en Afrique du Sud, va commencer également à véhiculer ces rumeurs, etc. Cela va également prendre d'autres formes, par exemple à travers les médias chinois qui vont utiliser des vidéos tronquées parfois pour laisser sous-entendre au public chinois, mais aussi au public européen, que vous avez une mobilisation des Européens pour remercier la Chine de leur aide. Alors effectivement, la Chine a apporté une aide importante aux pays européens et c'est quelque chose qui était évidemment bienvenue, mais la question qui se pose, c'est celle du traitement médiatique de cette assistance apportée à la Chine. L'erreur principale de l'Europe, et là il faut être extrêmement clair, c'est sûrement de ne pas avoir été suffisamment réactive, ce qui a conduit par exemple sur le cas de l'Italie à ce que la Chine soit l'un des premiers acteurs à apporter un soutien. Et comme on le dit souvent dans les relations internationales, la première impression est souvent celle qui, en termes de perception, a l'impact le plus important. Mais encore une fois, le fait que des médias chinois laissent sous-entendre que dans les rues de l'Italie, les gens criaient pour remercier la Chine est évidemment erroné. Un autre point extrêmement intéressant, et là je vais maintenant me concentrer sur le cas de l'ambassade de Chine en France, qui est extrêmement spécifique et qui ne reflète pas forcément la communication des autres ambassades de Chine dans les autres pays européens. L'ambassade de Chine en France est illustrée par une communication extrêmement agressive et même offensive depuis plusieurs mois, et notamment depuis l'arrivée du nouvel ambassadeur Lou Shaye en provenance du Canada. Et un exemple frappant, c'est évidemment ce communiqué du 12 avril 2020, dans lequel il y avait une série d'éléments clairement assimilés à de la désinformation. Par exemple, ce qui est surligné en jaune, suggérait que les diplomates et les hommes politiques européens et américains auraient affirmé que le virus ne frappait que les jaunes, je cite, ou encore que les personnels soignants des EHPAD auraient abandonné leur poste du jour au lendemain, laissant mourir les pensionnaires de faim ou de maladie, ou alors encore que les autorités taïwanaises, soutenues par plus de 80 parlementaires français, auraient utilisé le mot de nègre pour s'en prendre au directeur général de l'OMS. Évidemment, aucun de ces éléments n'est vrai, et cela a conduit notamment, et c'était bienvenu, à la convocation de l'ambassadeur de Chine par le ministère des Affaires étrangères et par la publication par le ministre d'un communiqué rappelant que les relations entre la France et la Chine sont bonnes, qu'elles sont nécessaires et indispensables, et que les propos tenus par l'ambassadeur ne sont pas acceptables, tenus propos, par l'ambassade, puisque c'est un diplomate anonyme qui aurait écrit ces mots et non l'ambassadeur, que ces propos étaient inadmissibles.
Communication de l'ambassade, plus largement, vis-à-vis des médias français, des experts français, ne s'assimile pas forcément et uniquement à de la désinformation, mais aussi à une stratégie visant à discréditer tout ce qui peut se dire dans les médias français sur la Chine. Le principal problème ici, ce n'est pas de critiquer des articles en particulier ou de critiquer certains journalistes, mais de procéder à des généralisations qui sont la plupart du temps outrancières. Par exemple, dire que ce que les médias français écrivent dans leur ensemble est tout à fait contre la vérité de la Chine, que les médias français font preuve de mensonges et d'accusations infâmes, preuve de paranoïa, de sinophobie, de tromperie et de racisme anti-chinois. L'objectif, il est clair, c'est de présenter les médias chinois comme les seuls médias capables de propager en France la vraie image de la Chine et des informations qui seraient fiables. Il y a aussi eu quelques débordements. On l'a vu par exemple avec une caricature postée par le compte Twitter de l'ambassade de Chine. Alors initialement, cette caricature a été, c'est ce que vous voyez sur la droite, postée dans un commentaire par un internaute anonyme que vous voyez là, PeaceSign21, et la caricature a été récupérée par l'ambassade de Chine en France, postée sur son compte, et puis supprimée quelques minutes plus tard lorsqu'ils ont compris que non seulement cette caricature était inappropriée, mais qu'elle était en plus ouvertement antisémite et antisioniste, puisque vous aviez un drapeau d'Israël sur la faux de la mort qui va désormais taper à la porte de Hong Kong, laissant suggérer que Israël et les États-Unis ensemble seraient responsables de massacres en Irak, en Libye, en Syrie et demain peut-être à Hong Kong. L'ambassade de Chine en France, c'est évidemment, n'a pas présenté d'excuses, mais a publié un commentaire le lendemain matin annonçant que son compte avait été piraté et que jamais elle n'avait posté cette caricature. Mais ce qui est extrêmement intéressant de souligner, c'est que cette caricature que vous voyez à droite a continué à être likée par le compte de l'ambassade pendant plusieurs heures, ce qui montrait bien que l'ambassade avait bel et bien non seulement liké initialement, mais reproduit cette caricature. Cela s'inscrit plus largement aussi dans une stratégie de l'ambassade de Chine en France visant à liker et à mettre en avant des propos qui seraient favorables aux éléments de langage chinois, avec parfois des posts qui sont complètement inappropriés. Vous le voyez à droite, un post liké par l'ambassade de Chine affirmant que BFM et les médias fascistes faisaient la propagande du suprémacisme blanc, ou encore le tweet que vous avez à gauche soulignant que la démocratie ne soignerait pas les malades. Cela s'inscrit encore une fois plus largement dans une campagne beaucoup plus active et l'utilisation beaucoup plus active des réseaux sociaux par les différentes ambassades de Chine à l'étranger, mais particulièrement en France. On est passé grosso modo de 2,5 tweets par jour à la fin de l'année 2019 à 13 tweets par jour à la fin du mois de janvier, et puis enfin à 23 tweets par jour ces dernières semaines. Le compte est donc beaucoup plus actif qu'auparavant, et vous le voyez, c'est la courbe que vous avez en marron avec 100 tweets en janvier, 107 tweets en février, qui étaient en lien avec le Covid. Et puis, plus récemment, beaucoup moins de tweets avec le Covid. Un compte de l'ambassade, entre guillemets, qui est un tout petit peu moins agressif, car il a bien compris qu'il multipliait les erreurs. Et à l'inverse, beaucoup plus de tweets en lien avec la culture ou les paysages de Chine, etc. Alors la vraie question, c'est est-ce que cette stratégie de communication des autorités chinoises a fonctionné ou pas? Premièrement, il faut vraiment la réinscrire dans une communication qui a évolué ces dernières années, notamment suite à un discours fondamental de 2013 du secrétaire général du parti Xi Jinping, qui demandait à l'ensemble des acteurs chinois, que ce soit les médias, les diplomates et autres, à, je cite, mieux raconter l'histoire de la Chine et mieux faire entendre la voix de la Chine. L'objectif étant évidemment que les éléments de langage chinois puissent être récupérés et utilisés, imposés à l'étranger. Or, on le voit avec cette étude faite par l'ECFR et publiée il y a quelques jours, l'image de la Chine s'est en réalité détériorée dans l'ensemble des pays européens, peut-être à l'exception de l'Italie, où elle s'est détériorée un tout petit peu moins que dans d'autres pays et en Bulgarie. Mais si on prend le cas par exemple de la France, 62% des Français ont une image de la Chine qui s'est détériorée pendant la crise. Or, l'image de la Chine en Europe se détériorait déjà entre 2018 et 2019, si on prend les études du Pew Research Center. Et donc, il y a une vraie question à se demander si cette
stratégie chinoise de communication qui mêlait parfois, et pas toujours, de la désinformation, n'a pas été complètement contre-productive. Au-delà de ça, et je conclurai rapidement sur ces points, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois montre plusieurs choses. Premièrement, il est fondamental de continuer à travailler sur la désinformation chinoise en France et en Europe, et notamment de travailler peut-être plus étroitement avec des pays et des sociétés qui ont été confrontés à cette désinformation depuis bien plus longtemps, que ce soit en Australie, à Taïwan ou même au Canada. Il est extrêmement important aussi pour les pouvoirs publics de ne pas se concentrer que sur la Russie et sur les périodes électorales, mais plus largement sur ce que les acteurs, étatiques ou non, peuvent faire en Europe et, in fine, chercher à non seulement avoir des contre-argumentaires sur ce discours chinois et ces éléments de langage chinois, mais souvent les exposer, contre-argumenter et les dénoncer quand c'est le cas. Or, et je conclurai vraiment sur ce point, on voit qu'en France, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de débat public sur la Chine. Les partis politiques n'en parlent que très peu, les hommes politiques n'en parlent que très peu. Je mets de côté le gouvernement, je parle vraiment de la classe politique. Or, la Chine est aujourd'hui un acteur incontournable, mais les éléments de désinformation et les attaques notamment sur l'ensemble de la presse française, elles ne sont pas acceptables. Il faut évidemment les condamner et cela n'empêche en rien d'avoir un dialogue constructif avec la Chine et de poursuivre une relation nécessaire sur de nombreux sujets internationaux. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Antoine, c'était très, très intéressant. Le dernier, les chiffres, les pourcentages que vous venez de montrer sont très intéressants. Je trouve particulièrement intéressant la différence entre France et Italie du point de vue de la perception. En Italie, la perception n'a pas diminué, même si la Chine était très présente de façon très, très forte, je dirais. Donc, mais on en discutera avec, dans la partie des questions. Laurence, Binder, vous vous occupez depuis très longtemps de la radicalisation, surtout islamiste ou djihadiste. Vous avez fait depuis longtemps un travail très, très profond sur le rôle de digital media, de réseaux sociaux pour le recrutement et la radicalisation. Qu'est-ce que vous avez observé de votre côté? Parce que quand on parle de désinformation, c'est pas un sujet interne nouveau, c'est pas un sujet nouveau, c'est quelque chose dont même tous ceux qui sont occupés de radicalisation pendant un certain temps ont dû faire face. Donc, qu'est-ce que vous avez observé du point de vue de radicalisation, procès de radicalisation, etc. Merci beaucoup Roberta, merci à la European Foundation for Democracy pour l'invitation. Oui, alors Antoine Bournaz a très finement analysé le phénomène de désinformation par un acteur étatique. Et moi, je vais dire quelques mots sur ces tentatives de manipulation de l'info par les groupes djihadistes dans le cadre du Covid-19, qui constituent donc un certain type d'acteurs non étatiques. De manière intéressante, on va voir qu'il y a des convergences avec le décryptage d'Antoine Bournaz, mais il y a également, bien sûr, un certain nombre de divergences assez notables. Alors, je dirais qu'une des divergences les plus significatives, c'est que les objectifs de ces acteurs, c'est-à-dire étatiques d'une part et terroristes ou extrémistes violents d'autre part, sont assez différents. Dans le cas des groupes djihadistes ou des mouvances extrémistes violentes, il y a des objectifs idéologiques. Il y a la défense d'une vision du monde alternative. Donc, contrairement aux acteurs étatiques, leurs tentatives de manipulation de l'information ne vont pas seulement s'exercer dans le but de dénigrer l'autre, le compétiteur ou l'ennemi, mais vont s'exercer dans le but de rallier à ces visions et de servir leurs objectifs narratifs. Donc, on parlera plus volontiers de
propagande avec ces groupes, même si, on va le voir, il y a eu également de véritables tentatives de manipulation de l'information. Donc, en fait, la situation était la suivante. On était face à des groupes djihadistes qui ont assez rapidement, très rapidement même, interprété la crise au prisme de leurs propres objectifs, de leurs propres visées stratégiques, parce qu'en fait, ces groupes ont un discours qui est suffisamment malléable, suffisamment plastique, pour pouvoir se remodeler autour d'un événement, autour d'une actualité, ou en l'occurrence, autour d'une crise. D'un autre côté, on avait une forte demande explicative de la part d'une partie des gens. On était tous en début de crise dans un état un peu de sidération devant l'ampleur de la pandémie, devant la rapidité de propagation, devant les réactions de confinement, etc. Donc, on entrait dans une période qui était anxiogène, qui était très incertaine et totalement inédite. Donc, il y a eu une forte demande explicative, un besoin cognitif par rapport à cette crise. Et il a été assez fascinant de constater qu'à nouveau, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est reproduit avec une échelle et une netteté assez remarquables. Il a été fascinant de constater que dans les mouvances extrémistes dont on parle, djihadistes, mais pas uniquement djihadistes, qu'il y a eu un rejet fort de l'explication rationnelle du virus, de l'explication rationnelle de sa genèse, de l'explication rationnelle de sa dissémination, avec un rejet de l'approche scientifique qui était bien sûr admise par une majorité de la population qui conçoit parfaitement qu'il s'agisse d'un phénomène naturel, d'une succession de hasards, d'un enchaînement d'événements aléatoires, etc. Mais justement, à contrario, les sphères extrémistes vont rejeter cette rationalité et elles vont développer une offre explicative, une offre cognitive pour donner une sorte de cohérence à toute cette incertitude et vont tenter de démontrer que tout cela est le produit non pas d'un hasard ou d'une suite d'événements aléatoires, mais d'une volonté, que tout cela a une finalité et qu'il y aurait un but à tout ça. Et donc, de façon assez intéressante, on peut distinguer deux grandes familles explicatives. L'explication par le fait religieux, d'une part, donc le divin, et l'explication par les théories du complot, donc l'humain, d'autre part. Et selon la formule du sociologue Gerald Bronner, ces théories du complot sont la sécularisation du besoin d'expliquer les maux du monde ou les imperfections du monde. Et donc, en fait, les théories du complot et l'explication par le fait religieux de cette pandémie, en quelque sorte, sont les deux versants de ces propositions de lecture du monde. Alors, du côté des djihadistes, bien sûr, tout va s'expliquer par le fait religieux. Plus encore, l'État islamique va même publier un éditorial fin mars qui va rejeter les discours complotistes sur le fait que les États-Unis sont à l'origine du virus. Ils vont ironiser sur ceux qui affirment que les États-Unis sont tout-puissants, sont omnipotents, et insister sur le fait que le virus procède d'une volonté de Dieu, va s'inscrire dans un projet de Dieu, dans un objectif divin. Et donc, si on considère l'État islamique et Al-Qaïda, ces deux groupes-là, mais également d'autres, enfin leurs affiliés notamment, vont jusqu'à attribuer au virus une volonté propre, une sorte d'autonomie, donc des caractéristiques anthropomorphiques sur ce virus. Donc voilà la prégnance de la volonté qui est à l'origine de la pandémie. En termes de finalité, il y a des variantes en fonction des groupes, en fonction des différentes mouvances de la sphère djihadiste. On va avoir des éléments autour de la vengeance par rapport à l'histoire, notamment la revanche, par exemple, après la survenue de l'apogée de la crise était en mars-avril, et c'était à peu près un an pile après la chute de Bahouz, qui était le dernier bastion territorial de l'État islamique. Donc certains ont lu ça comme
si l'histoire remettait les pendules à l'heure et se vengeait un petit peu de cette perte territoriale. D'autres, on lit ça comme un pas de plus vers une sorte d'apocalypse, hein, une sorte d'avancée eschatologique. D'autres encore, dont Al-Qaïda, ont interprété ça comme une vengeance de Dieu par rapport aux personnes, par rapport aux États qui se sont éloignés de l'islam. Toujours est-il, c'est que tous ces groupes-là vont saluer le virus, vont dire de ce virus que c'est un soldat de Dieu, qu'il va accomplir des objectifs et que ces objectifs convergent avec ceux des djihadistes, notamment faire beaucoup de morts. On a sur les réseaux sociaux des comptes, des chaînes qui sont dédiées au comptage des morts du coronavirus. Mais également, ce virus va terroriser les populations, va provoquer une rupture de confiance, une déstabilisation un peu plus globale de leurs ennemis, que sont les démocraties libérales en particulier. Sur les conclusions que ces groupes en tirent, là encore, c'est un petit peu divergent. Dans le cas de l'État islamique, le groupe va encourager à profiter de la crise, à profiter de la saturation des instances sécuritaires et des instances sanitaires pour mener des attaques, donc une approche très, très immédiate, très concrète, assez court terme. Al-Qaïda, lui, va se situer dans une optique à plus long terme et va encourager, donc ça c'était en début de crise, mais va encourager les masses je cite les masses parce que c'était indiqué comme ça dans la déclaration, à profiter du temps de confinement pour lire et pour s'approprier des sources religieuses. Donc là, on était en fait surtout dans le cas d'une propagande qui était une sorte de distorsion de l'information, une sorte plutôt de récupération de l'information à proprement parler. Mais on a également eu droit à de véritables manipulations de l'info de la part des groupes. Et je voulais, pour terminer, citer deux exemples qui sont, à mon avis, assez intéressants et qui vont rejoindre ce qu'on a entendu précédemment de la part d'Antoine Mondaz. Mi-mai, Al-Qaïda a sorti une vidéo qui est consacrée aux valeurs occidentales, au relativisme et à l'inconsistance des valeurs occidentales, dans laquelle sont insérées des images de Boris Johnson serrant les mains, serrant un certain nombre de mains, et la vidéo critique très explicitement la gestion du coronavirus par les pays occidentaux, notamment par le Royaume-Uni et par les États-Unis, et accuse Boris Johnson d'avoir disséminé le virus délibérément. Il accuse également le gouvernement britannique d'eugénisme et de sacrifier délibérément les plus faibles. Et donc, il y a vraiment une résonance avec ce que disait précédemment Antoine Mondaz sur la narration de la Chine. Donc, on voit bien ici aussi, du côté des groupes djihadistes, une volonté de saper la cohésion nationale, une volonté d'accroître la défiance par rapport aux institutions. Le deuxième exemple, et ça c'est aussi assez intéressant en termes de manipulation. Alors ça c'était côté État islamique et c'était pas directement lié au Covid-19, à la Covid-19, mais ça c'est survenu dans le cadre du mouvement de protestation aux États-Unis. Mais il faut savoir que ces groupes lisent les émeutes aux États-Unis et le mouvement de protestation, etc., et les violences qu'il y a pu avoir aux États-Unis comme une suite de la crise, une continuité de la crise du coronavirus. Donc, en fait, ils incluent ça, si vous voulez, dans la même sphère. Donc, sur un forum pro-État islamique, donc ce n'était pas une communication officielle de l'État islamique, mais c'était quand même très intéressant de voir ça sur un forum pro-État islamique. Il y a eu, début juin, des instructions très structurées qui incitaient je cite, des groupes en ligne à se greffer au débat sur la mort de George Floyd, en postant des tweets ou des posts subversifs, provocateurs, pour exacerber la fracture raciale aux États-Unis. Et donc, il y avait tout un descriptif, un mode opératoire assez précis.
les personnes devaient se scinder en 2 groupes, chacun devait soutenir les revendications d'un camp, ses griefs, etc. Donc, il y avait le camp des Blancs qui devait reposter des archives quantitatives sur la délinquance des Noirs et le camp des Noirs qui devait partager l'historique des bavures de policiers blancs contre les Noirs. Voilà, donc ces 2 exemples sont évidemment assez intéressants et vont bien au-delà de l'appropriation de la narration et montrent qu'il y a également une convergence avec certains acteurs étatiques et que cette manipulation de l'information a une prégnance dans pas mal de sphères et sert de façon systématique à dévaluer la parole publique, à dévaluer la parole institutionnelle, et tout ça toujours dans le but de fragiliser et de déstabiliser le débat démocratique. Merci Laurence. C'est de nouveau très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de similarités, mais aussi des différences, surtout quand on rentre dans le cadre idéologique ou du contenu et de certaines façons aussi de tactiques utilisées par les différents acteurs. C'est que de mon côté, ça serait très intéressant pour nous comme société libérale, c'est de comprendre comment on peut répondre à ces formes d'attaques, parce qu'il s'agit d'attaques qui ont comme cible la stabilité des institutions libérales et démocratiques de nos sociétés. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on peut construire, créer plus de résilience et quelles sont les réactions psychologiques. Pourquoi un grand numéro de gens, des grandes quantités de gens, embrassent ou font my French is gone. Adhèrent à ce type d'éthiologie et font le jeu de ces acteurs. C'est ça. Et là, je voudrais donner la parole à Thomas Bouvattier, un psychologue qui s'occupe aussi de thématiques des radicalisations du point de vue psychologique. Qu'est-ce que c'est qui fait de certaines narratives attractives et comment les sociétés réagissent, les gens, les individus. Et c'est un thème très important parce que si on regarde pas seulement la France, mais plusieurs pays qui ont subi ces propagandes et ces désinformations, on voit aussi l'attaque à la cohésion sociale. Voilà, Thomas, je vous donne la parole. De bien comprendre, c'est aussi les projets de société dans lesquels s'incluent les gens, auxquels ils adhèrent. Donc, on va dire d'un côté, pour schématiser, des groupes totalitaires, comme la Chine, comme l'État islamique, et de l'autre côté, des sociétés libérales. La différence principale entre les deux, c'est que dans l'une, l'altérité est refusée, il faut se conformer totalement à la doxa du gouvernement de l'État, et dans l'autre, la critique est permise, on n'est pas emprisonné pour ça. Ce qui, on le voit à Hong Kong avec la Chine, est en train de se faire. C'est-à-dire que voilà, on emprisonne, on interdit la publication de livres ou la lecture de livres critiques. Et donc, quand vous êtes un groupe totalitaire, vous ne supportez pas le groupe libéral. C'est vraiment l'ennemi numéro un. Mais au-delà de ça, le groupe totalitaire n'a pas de frontières fermées. C'est-à-dire qu'il a une volonté hégémonique de devenir numéro un. Voilà. Donc la volonté de la Chine, on la connaît depuis quelques années. La volonté du groupe islamique, on la connaît peut-être un peu moins, mais elle est mondiale. Elle n'est pas seulement territoriale au Moyen-Orient.
Donc c'est vraiment l'idée de, quoi qu'il arrive, convertir le monde à cet islam-là, pas à l'islam en général, mais à cette pratique ultra rigoriste de l'islam. Et ça fait appel à certaines personnes qui vivent dans des régimes libéraux, qui sont des totalitaires frustrés, on va dire, sans vouloir les chosifier. On va les appeler comme ça pour mieux comprendre les choses. C'est-à-dire qu'ils ont une articulation linguistique et émotionnelle qui est axée autour du 1. Donc, finir le rejet de l'altérité, c'est-à-dire de tout ce qui entame ce 1, tout esprit critique, alors que même se veulent critiques, mais personne ne doit critiquer leur critique. Vous voyez, c'est le principe du complotiste qui va dire « moi, je remets en question la version officielle, cependant, personne ne doit me remettre en question ». Donc la personne se met dans une position officielle et retire cette position officielle à son ennemi. Quand Antoine Bondaz l'a bien fait remarquer, on était assez surpris de voir la mauvaise foi absolue des tweets qui accusaient exactement ce dont on accuse la Chine, qui accusaient les États-Unis exactement de ce dont on accuse la Chine. Et on peut voir aussi dans la personnalité de Trump, pas dans la société américaine, qui reste une société évidemment libérale, donc chez un individu, ce besoin totalitaire de refuser toute forme de critique à son endroit. Et du coup, qui véhicule lui-même des fausses informations. Et on voit comment ça marche avec Trump, mais on le voit aussi comment ça marche avec des individus qui vont, via les réseaux sociaux, colporter ces fausses nouvelles, ces fake news, afin de démontrer la vérité qu'ils possèdent. Finalement, ces personnes et ces groupes de société utilisent un événement et attendent cet événement pour se rehausser et taper sur ce qu'ils considèrent l'abomination, c'est-à-dire l'altérité, celui qui est différent. Et donc, qui vient entamer, qui vient altérer leur besoin d'unicité, de totalité. Et il faut comprendre que ça peut aller très loin. Ça veut dire que si on devait plaisanter avec ça, on pourrait dire que s'il y a autant de dodanes sur les routes françaises, c'est parce que ça profite à quelqu'un. Ça veut dire aux garagistes, à Midas. S'il y a dit la pollution profite aux verts. Hein. Donc voilà, qui vendent leurs tomates ou au bio, qui vendent leurs tomates à 10 € le kilo. Donc il y a une explication d'un phénomène qui est véridique, mais dont on fait une totalité. Et du coup, qui devient, pour un esprit plus rationnel, c'est-à-dire ouvert à l'altérité, qui devient absurde. Et je crois qu'il ne faut pas rejeter cette construction narrative comme une absurdité. Il faut comprendre tout l'intérêt que ça procure à la personne qui s'en fait l'écho. Par exemple, dans le projet djihadiste, en parlant d'Allah comme celui qui a créé le virus pour punir non seulement les pays occidentaux qui ont le plus souffert pour l'instant, officiellement, parce qu'on n'a pas les chiffres de l'Iran, évidemment, et encore moins de Chine, mais aussi l'Iran, quand même, donc les chiites, et qui remet au goût du jour le masque, et qui montre en fait que finalement, le masque, ce serait un voile que les Occidentaux ont refusé, surtout les Français, mais qui en fait montre son utilité. Sauf que les hommes ne mettent pas de voile dans l'islam radical. Donc il y a une espèce d'incohérence d'illogique qui apparaît, d'illogisme qui apparaît, mais qu'on peut dénoncer en première comme pare-feu. Mais je pense que ce qui peut vraiment permettre de bien comprendre les choses, de bien comprendre comment ces groupes et ces individus totalitaires fonctionnent, c'est en acceptant finalement qu'il y a un avantage énorme pour eux à s'en faire les porte-voix. Quel est cet avantage? Donc, il y a la vérité, la détention absolue de la vérité, le fait de devenir soi-même une source officielle en reprenant une autre source. Et donc, c'est comme une espèce de journalisme, mais là, on est plus proche de l'imam radical, du religieux radical qui vient se faire le porte-parole
de cette vérité totale. Il faut aussi comprendre que ces individus, d'un point de vue là, psychologique, alors là c'est moi en tant que psychanalyste, pas psychologue mais psychanalyste, c'est que lorsque ces individus ont une vision paranoïaque, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, paranoïaque qui est nourrie par les tweets créés sur mesure pour ça par des pays comme la Chine ou la Russie, c'est qu'en fait, ils ont eu raison d'être paranoïaques. Ce sont des gens qui, petits, ont énormément souffert d'avoir eu des discours qui étaient faux. Et donc, ils en sont restés à ce stade-là. C'est-à-dire que l'autorité les a atteints à un moment où ils étaient encore dans une dépendance vitale à elle. Et pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est écrit dans leur esprit qu'on ne peut pas croire l'autre, ni celui qui le représente, donc l'altérité en général, qu'il y ait un savoir qui se cache derrière quelque chose qui cloche. Et donc, ce quelque chose qui cloche peut exister. Il y a effectivement eu un racisme anti-chinois. Moi, j'ai vu des gens se tourner autour de personnes. Alors, ce racisme, est-ce que c'est un racisme? C'est un racisme de l'individu qui est associé à une maladie. Est-ce que c'est anti-chinois en général de manière structurelle, c'est-à-dire dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas, sur un moment donné, pendant une période donnée, il y a des personnes qui ont critiqué les Chinois en disant qu'ils bouffaient n'importe quoi, donc en les chosifiant quand même. Ça, c'est vrai. On peut sortir des tweets là-dessus. C'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose de vrai, on prend une chose de vrai, et on en fait une totalité. On prend la partie et on la confond avec son tout. Puisque quand on fait face à ce point de vérité, eh bien, du coup, on ne peut plus argumenter puisqu'on s'y soumettre. Et là, la personne en profite pour faire de ce point de vérité une espèce de Judas qui viendrait ouvrir la perspective vers une vérité totale beaucoup plus grande. Il y a une organisation sociale de ce complotisme, cette paranoïa, qui va de la paranoïa pure au très paranoïde, qui va du complotisme à l'intérêt pour le complotisme, qui va d'une personne totalitaire à une personne qui est intéressée par le totalitaire. Parce que ça fonctionne souvent comme ça. Ce n'est pas que des individus qui ont le même degré de totalité qui se retrouvent entre eux, sinon ils se boufferaient la gueule. Donc, il y a une nuance dans cette appétence pour la totalité qui fait que des personnes vont créer ou véhiculer, se faire les premiers véhiculeurs de ces fausses nouvelles, et ceux qui vont y croire parce que voilà, ils ont envie d'y croire à ce moment-là de leur vie, ou ils vont les transmettre à d'autres personnes pour avoir aussi un peu de jouissance sur cette vérité absolue qu'ils possèdent et qui transmettent un peu comme un petit Prométhée. Et c'est là-dessus, sur cette structure psychique collective, que s'appuie la production de fausses nouvelles venant de groupes totalitaires tels que Daesh, tels que la Chine, ou tels que des individus comme Trump ou d'autres. Et vous voyez qu'ils ont chacun une différence énorme. On ne va pas comparer Daesh à la Chine, ni à Trump, ni à un type d'extrême droite en France. Mais chacun va, à sa manière, se servir de ces fausses nouvelles pour atteindre un niveau de totalité basé sur cette vérité scientifique. Voilà. C'est vraiment important de voir qu'à chaque fois, il y a quelque chose de scientifique, le mot scientifique apparaît, alors que non, on n'est pas du tout là-dedans, on est même à l'inverse. Et pour finir, ce discours-là a bien qu'il soit toujours différent selon les groupes, bien qu'il ait toujours son expression propre à chacun, c'est important, il a une structure commune, où on voit à la fois
une vision caricaturale de l'autre, une vision victimaire de soi. Donc on va mettre en valeur, bien sûr, cet aspect victimaire et cet aspect caricatural de l'autre vont de pair. L'autre est un violent, l'autre est la mort. Vous voyez que cette mort qui a été dessinée et qui n'a évidemment, même si elle a été mise que quelques heures, c'est pas grave, puisque l'important c'est les screenshots, ou le fait que ça passe, quoi. Une fois que c'est transmis, c'est transmis. Donc, produire quelque chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou quelques jours, on l'a produit. C'est ça le problème. Et donc, cette autre vue comme la mort montre bien que ça vient jouer sur cette peur primaire, primitive, de voir l'autre se foutre de vous à un moment où l'attachement à cet autre est encore vital. Vous voyez, c'est vraiment important. Et du coup, il y a 2 autres qui apparaissent finalement. Il y a un autre qui est menaçant, qui représente l'altérité, et qui vient défaire cette totalité. Et il y a un autre qui est fusionnel, celui qui vient encourager cette totalité, et auquel se greffent à différents niveaux, selon leur degré de totalisation, différents individus. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire pour le moment. Merci Thomas, c'est de nouveau une très bonne introduction ou commentaire à la situation. Je voudrais, parce que je n'ai pas dit ça au début, je voudrais dire que maintenant que vous avez fait vos remarques, vos commentaires initiaux, on commence à ouvrir aux questions. J'ai commencé à recevoir des questions, mais pour tous les participants, vous pouvez utiliser l'icône Q&A en bas de votre écran et écrire votre question. Je passe à une première question que je crois est valable pour tous les trois. Et c'est quand on parle du djihadisme, ou je dirais aussi de plus en plus de l'extrémisme de droite surtout. Les gouvernements, les différents pays essayent ont pris des mesures qui sont ciblées à la contre-discours, counter-narrative. Et surtout, ils font très attention aux acteurs de la société civile ou politique qui soutiennent des idéologies ou des messages qui peuvent être liés à des extrémistes, soit djihadistes ou soit d'extrême droite. Dans le cas spécifique de ce qu'on a vu de propagande de la part de la Chine ou de la Russie, est-ce qu'il y a une attention de la part de gouvernement, ou vous avez remarqué une activité de la part des autorités sur l'activité, par exemple, des ONG ou de think tank de français dans votre cas, qui consciemment ou inconsciemment travaillent avec la Chine et contribuent à propager le message, un message de propagande, un message de désinformation. Peut-être, Antoine, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose et si on peut faire un parallèle. Alors, très rapidement, pour l'instant, les autorités chinoises dans leur communication ont assez peu de relais en France, et ça, l'ambassadeur le dit lui-même, et c'est comme cela qu'il explique notamment la virulence et l'agressivité de l'ambassade. Et il a dit très clairement dans une interview au mois d'avril que c'est parce que les médias chinois n'étaient pas assez puissants en France que c'était aux diplomates de faire passer les messages. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on voit très bien que sur l'Internet francophone, sur le Twitter francophone, il y a eu la création de nombreux comptes en mars et avril pour soutenir les arguments de l'ambassade de Chine ou les arguments chinois en général. Ces comptes, pour l'instant, ont assez peu de followers, mais il y a un volume qui commence à être important. Et là, dans l'espace francophone, la Chine devient de fait un nouvel acteur. Troisième point, c'est qu'il est tout à fait légitime et normal pour la Chine d'essayer de mettre en avant ces éléments de langage et de les faire accepter par l'étranger. Je pense que la plupart des pays le font, et ça, on ne peut pas
reprocher de faire ça. Le principal problème, c'est quand dans la communication officielle d'une ambassade, il y a parfois de la diffamation, parfois des insultes et parfois des éléments de diffamation. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas Bouvattier, dans la communication chinoise, à la fois de la victimisation, à la fois de la caricature et à la fois de la généralisation. Encore une fois, ce n'est pas par exemple un journaliste ou un article, et il y a de nombreux articles publiés en France qui sont très fortement critiquables, et là-dessus, entre guillemets, je suis parfaitement d'accord avec certaines autorités chinoises. Par contre, on ne peut pas généraliser et discréditer l'ensemble de la presse. De la même façon, on ne peut pas insulter certains médias, insulter certains personnels politiques et qu'il n'y ait pas de réaction. Et là, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y ait évidemment une réaction lorsque cette communication, qu'elle vienne des autorités chinoises, encore une fois, je ne parle pas de Chine, je parle des autorités chinoises, ou qu'elles viennent d'autres acteurs, il faut l'exposer, il faut en parler, et ça, je pense que c'est le travail des chercheurs, c'est aussi le travail des journalistes, pour que le débat public puisse se faire de façon sereine, qu'il y ait des opinions extrêmement divergentes. Ce n'est pas une mauvaise chose, en soi c'est très bien. Que les autorités chinoises présentent leurs propres arguments, ça encore une fois, c'est tout à fait légitime et c'est très bien, mais il faut encore une fois que le débat se fasse de façon sereine et surtout avec des éléments factuels et non pas la propagation de rumeurs. Ok, je passe à la question suivante. Alors, un de nos participants fait de nouveau référence à la France et remarque qu'au mois d'avril, il y a eu, le gouvernement français a établi un centre, une plateforme pour lutter contre la désinformation liée à la pandémie. Et selon vous, est-ce que cette sorte de fact-checking est un moyen valide, efficace pour combattre la désinformation? Et là, on rentre plus en général sur les rôles que les autorités nationales ou internationales ou européennes peuvent jouer dans les contre-discours et dans la désinformation. La question, il n'y a pas adressée à tous les trois. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est en gros comment on réagit par rapport à cette épidémie de fake news, comme vous l'avez adroitement nommé. C'est vrai que c'est un terrain glissant puisqu'il peut faire ressortir chez soi un désir totalitaire. C'est-à-dire, en gros, cette altérité-là peut être agressive et donc générer du mépris. Si vous répondez avec mépris à ce genre de fake news, alors vous tombez dans le jeu des radicalités qui vont entrer en guerre de tranchées et qui va accroître la division qui est justement recherchée par ces groupes. Donc, il est, comme l'a dit Antoine Mondaz, il est important de sortir les faits, de les sourcer, puisque dans les fake news, il y a souvent évidemment des faits qui sont mis comme ça, comme sourcés, mais en fait, quand on y va, tout est fumeux, mais aussi le fait de ne pas utiliser des on sait, on dit, tout le monde sait, des éléments de langage qui eux-mêmes sont totalisants. Et qu'on retrouve dans cette rhétorique des fausses nouvelles. Donc voilà, ce que je dirais, c'est être capable de montrer que la source de l'information est fausse versus la source de l'information. Mais là, attention à ne pas tomber dans la concurrence des sources d'information. De toute façon, une personne qui a décidé que quelque chose était fausse, il n'y a rien qui puisse la faire changer, puisqu'elle est dans un complotisme. En revanche, ceux qui sont dans des niveaux intermédiaires, eux, on peut davantage les convaincre. Tout ça en évitant des éléments de langage totalisants, c'est-à-dire radicaux, humiliants, qui vont nourrir la radicalisation de l'autre. Laurence, si je peux faire quelques petites remarques, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait sur cette question-là.
qui rejoint également toute la question du contre-discours, ou plutôt du discours alternatif qu'il y a pu avoir contre la propagande djihadiste. On n'a pas encore beaucoup de retour d'expérience en fait sur l'efficacité de ces discours alternatifs. Ce qu'on sait, c'est que la propagande, enfin j'appelle ça de la propagande, mais le contre-discours qui est estampillé gouvernement français n'a jamais marché contre la propagande de l'État islamique. Il y a eu plusieurs campagnes qui ont été assez vite abandonnées par le gouvernement français qui maintenant procède différemment. Donc il y a le problème de la paternité du contre-discours, de sa légitimité, puisqu'on s'adresse quand même à des gens qui rejettent les institutions, qui rejettent la parole officielle. Donc si le contre-discours provient de la parole officielle, ça va servir à rien, parce que vous n'allez pas convaincre ces gens-là qui sont déjà convaincus du contraire. Donc pareil pour les fausses nouvelles. Donc il y a le problème de la paternité. Est-ce que ça vient d'un acteur étatique? Est-ce que ça vient du secteur privé? Et on a vu récemment toutes les discussions et les polémiques autour de Twitter et des tweets de Trump qui ont été modérés entre guillemets par Twitter, avec un questionnement sur la légitimité des structures privées, du secteur privé, de censurer ou d'intervenir sur des paroles officielles ou moins officielles. Et pour répondre directement à la question sur le fact-checking du gouvernement, encore une fois, quand c'est fait par une structure officielle, il y a cette question-là qui se pose. Il y a eu également, et on voit ça depuis quelques mois, un certain nombre de personnes influentes sur Internet qui, à l'échelle individuelle, se mettent à dire moi, je ne veux plus suivre des comptes qui envoient des fausses nouvelles. On voit aussi une sorte de structuration avec des entreprises comme Conspiracy Watch qui vont aller démythifier un certain nombre de théories du complot, qui vont les débunker. Voilà, se pose la question de la volumétrie de ces théories du complot et de la capacité de ces structures comme AFP Factuel, Check News, des décodeurs, etc., qui sont quand même des structures avec des ressources limitées par rapport à l'immense volumétrie et viralité de ces fake news, de ces théories du complot, de cette désinformation. Et je finirai avec une dernière chose. Il y a eu une étude qui a été faite récemment par l'Institute for Strategic Dialogue et qui a démontré que pendant la pandémie, ils ont fait une étude en fait sur la mouvance d'ultra-droite et ils ont démontré que, donc c'est du big data, ils ont fait une étude sur pas mal de comptes, et ils ont démontré que depuis le début de la pandémie, il y avait une forte croissance de la mention des élites, du terme élite dans la mouvance d'ultra-droite, donc qui rejette en bloc tout ce qui est élite, parole institutionnelle, parole officielle, etc. Donc encore une fois, c'est un problème qui est extrêmement compliqué. On est vraiment sur une ligne de crête entre ne pas tomber dans un discours trop rigide sur qu'est-ce que la vérité et quand même une nécessité absolument cruciale de lutter contre cette désinformation qui est une menace réelle pour la cohésion sociale et une menace systémique en fait. Merci Laurence, merci à tous les trois pour la réponse. On a parlé des groupes djihadistes, de l'extrême droite, comment ils sont renforcés du point de vue de message. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'extrême droite, les groupes anarchiques, que vous avez suivi ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? En France, il y a eu plutôt des émeutes, des réactions aussi violentes. Est-ce qu'on peut classifier ça de extrême droite, gauche, centre, ou est-ce qu'il y a une mouvance idéologique ou pas du tout? Oui, alors quelques mots, sans monopoliser la parole trop longtemps. Ce qu'on a pu observer de la part de l'extrême droite, c'est plus de l'ultra droite, on va dire. C'est plusieurs choses. C'est de même que les groupes djihadistes ont remodelé
leur narration autour de leur discours habituel sur la prégnance du fait religieux. De même l'ultra-droite a remodelé son discours en liant la pandémie de coronavirus aux minorités. Voilà, donc cette étude de l'ISD a très bien illustré cela. Il n'y a pas eu plus de mentions des minorités au cours des premiers mois de la pandémie, mais les mentions de ces minorités étaient systématiquement corrélées à une narration d'ultra-droite qui les mettait en cause. Ensuite, ce qu'on a observé, et là je pense que ça a été mentionné dans une étude menée par la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, c'est une sorte de porosité entre les théories du complot et l'ultra-droite. Ces théories du complot ont eu plus de résonance au sein de l'ultra-droite, mais également au sein de l'ultra-gauche, mais surtout de l'ultra-droite. Et je reviens à ce que je disais précédemment sur les deux versants d'une même lecture de l'actualité qui essaie d'attribuer une volonté et une finalité à cette crise. Autant les djihadistes ont attribué une volonté à Dieu et la finalité d'un projet divin, autant côté ultra-droite, on a davantage attribué cette pandémie à la volonté d'un groupe d'hommes, avec une intention cachée. Voilà, donc ça peut être soit les élites, soit Soros, soit Bill Gates, toujours avec une intention cachée, une manipulation et un intérêt, in fine, à qui profite le crime. C'est intéressant parce que, en fait, on a une vision qui est à la fois. Ces deux visions sont caricaturales. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et finalement, avec la Chine, on ne peut pas dire que c'est un régime théologique, théocratique, mais pourtant, il y a quelque chose de l'ordre du divin. La pensée de Xi Jinping est écrite à l'égal de Mao, et il y a une forme de divinisation, de culte rendu à cet homme. Il suffit de voir l'affiche de Amazing China, c'est un grand ciel bleu avec des lettres d'or. Ça fait référence visuellement au paradis. L'idée, c'est vraiment toujours, et on le remarque dans tous les groupes totalitaires, de se diviniser, même si c'est plus directement évidemment avec les islamistes, mais de se diviniser et de diviniser son ethnie, hein, dans le suprémacisme blanc, et de montrer l'autre comme étant le diable. C'est ça qui est intéressant dans cette vision, c'est qu'elle est éminemment enfantine. Hein, c'est les méchants et les gentils. Et les méchants sont super méchants et les gentils sont super gentils. Avec derrière une intention maléfique ou une intention divine qui vient déshumaniser l'autre, parce qu'il est habité par le diable ou manipulé par le diable. Et donc, dans ces cas-là, sa mort, ce n'est pas grave, au contraire, c'est plutôt un gain. Et dans l'autre cas, lorsque Dieu est avec vous, ou un projet suprémaciste qui soit national ou ethnique, vient provoquer une élation de la personne qui, elle, est habitée par quelque chose de l'ordre du divin, ce qui est énorme. Vous voyez, ça vient justifier tout ça. Donc, ces groupes-là préexistent à des événements comme le Covid et vont se servir du Covid, comme ils se sont servis d'autres crises, pour justifier leur rhétorique clivante entre bien et mal. Merci. De nouveau, on parle d'idéologie totalitaire, n'importe quel soit l'objectif, mais ils sont des idéologies extrémistes. Thomas, puisque vous êtes là, il y a une question spécifiquement pour vous. Marc Providera demande s'il y a des contre-discours spécifiques ou des méthodologies d'intervention spécifiques qui, à votre avis, surtout pour ce qui concerne les réseaux sociaux, qui, à votre avis, sont les plus efficaces? Alors, je n'aurai pas le temps de tout dire. Je peux le renvoyer à mon livre Petit manuel de contre-radicalisation au PUF. Mais disons très très brièvement, il y a le contre-discours et il y a le discours alternatif. Il y a quelque chose de l'ordre du pare-feu,
pour empêcher que la propagation se fasse, donc la bloquer. Et il y a quelque chose de l'ordre du discours alternatif, c'est-à-dire convaincre ceux qui le peuvent. Parce qu'évidemment, comme l'a dit Elisabeth Winder, on ne peut pas convaincre ceux qui sont pris dans leur totalitarisme. En revanche, on peut travailler ceux qui sont la matière humaine qui vient former ces groupes. La base qui, elle, peut passer d'un groupe à un autre en fonction de son humeur, en fonction des opportunités aussi. Et donc, il y a quelque chose à montrer, à mon avis, c'est tous les bénéfices qu'il y a à tenir un discours qui n'est pas totalitaire. Parce que vous êtes vite considéré comme un agent de Satan ou du mal, ou de Soros ou de Bill Gates, lorsque vous êtes dans un discours autre. Donc, quand vous montrez les bénéfices, parce que ces gens à qui on s'adresse, eux sont dans un bénéfice. Ils le vivent, ils en jouissent. Pour eux, on s'appelle, on transmet les trucs, on fait des collections, on montre que oui, là, on se fait avoir, nanana. C'est très excitant pour eux. Et donc, si vous leur enlevez ça, il faut aussi, pour ceux qui sont les moins addicts à ce genre d'émotions, leur proposer un bénéfice. Vous voyez ? Et c'est tout l'enjeu dans un discours alternatif, de montrer ces bénéfices. Alors que dans un contre-discours, c'est-à-dire un discours par feu, là, on est plus dans les faits, dénués de moquerie ou de mépris ou de totalisation ou de victimisation, de caricature, mais des faits. Et voilà, donc je dirais que c'est deux sortes de réactions. Un, contre-discours vis-à-vis des gens les plus totalitaires, et deux, discours alternatifs en montrant les bénéfices qu'il y a à avoir ce type de discours pour ceux qui sont susceptibles d'être troublés par lui, voire convaincus. Merci Thomas, très clair. J'ai deux questions, tous les deux de la part de Jean-Paul Martos. On décidera comment on répond à ces questions. Mais la première est très intéressante et liée un peu à ce que j'ai demandé au début. Antoine, tu as répondu en partie. Et il dit, au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, la Chine n'agit pas seulement via les médias ou les réseaux sociaux, elle investit aussi au sein des think tanks et des lobbies qui cadrent la manière dont elle accueille l'information. Un exemple d'enquête, il renvoie à un site où il y a toute la liste de lobbies ou de think tanks qui travaillent avec la Chine ou financés directement par la mission de la Chine auprès de l'Union européenne. Ça, c'est l'Union européenne, ça, c'est Bruxelles et le cadre européen, mais il y a une approche similaire aussi au niveau national. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez ajouter. On parle beaucoup de désinformation, mais plus largement, ce qui est très important vis-à-vis de la Chine ou d'autres acteurs étatiques, c'est tout ce que sont les stratégies d'influence, et d'autant plus quand des sociétés fermées ou des régimes fermés essayent d'influencer des régimes et des sociétés ouvertes. On sait très bien que la Chine, depuis des années, que ce soit en Australie, au Canada, en Europe ou aux États-Unis, essaye d'influencer les sociétés. Le problème est qu'il y a en fait très peu de travaux sur ces questions-là, que le fait qu'une représentation diplomatique finance un événement et autres en soi n'est pas un problème. Je veux dire, la France peut le faire, les États-Unis peuvent le faire, etc. Le but, c'est évidemment de le mentionner. C'est également évidemment que lorsqu'il y a des événements fermés ou non, que ces financements soient mentionnés, et qu'il faut faire extrêmement attention, par exemple, lorsque des organisations se présentent comme n'étant pas dépendantes des affaires étrangères chinoises ou n'étant pas dépendantes du gouvernement chinois, mais qu'elles sont en fait rattachées au parti, etc. Et là-dedans, la seule chose à faire, c'est non seulement d'éduquer les gens et qu'il y ait un certain niveau de transparence. Encore une fois, que la Chine essaye d'imposer ces éléments de langage ou de convaincre à l'étranger, c'est légitime, entre guillemets, de sa part. Ce qu'il faut, c'est que cela se fasse sur des bases saines et transparentes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements
allant dans le sens des éléments de langage chinois, lorsqu'il y a des publications dans ce sens, que cela soit mentionné. Et encore une fois, comme le disaient très bien Thomas et Laurence, qu'il y ait des contre-discours, en tout cas que lorsque des éléments sont propagés, qu'il puisse y avoir des contre-arguments, etc. Sur un exemple extrêmement simple, on part toujours des investissements chinois en Europe ou en France. Non seulement ceux-ci se sont effondrés depuis 3 ans, mais ils représentent une part extrêmement minime en réalité des investissements par rapport à d'autres pays. Or, pour le grand public et pour une partie des élites, il y a un vrai problème de perception, non seulement des enjeux, mais de la relation réelle qu'on a avec la Chine, puisque les éléments de langage qui vont être avancés par la Chine sont généralement ceux qui vont être réutilisés par une partie du personnel politique. Et ça, c'est en soi un problème. Et ça passe malheureusement par quelque chose d'extrêmement simple, c'est éduquer les élites politiques et le personnel politique sur ces enjeux, sur ces questions de façon la plus objective possible. Merci. Et j'ai un autre, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire de la part toujours de Jean-Paul Martos, qui rappelle qu'il y a une semaine, la Sûreté de l'État belge a publié un rapport sur les liens entre la menace djihadiste d'extrême droite et la Chine. Donc, je ne l'ai pas lu. Je vais partager les liens qu'il vient d'envoyer. Mais certainement, ça rentre même dans le cadre de ces colloques qu'on vient d'organiser. Voilà, on a passé l'heure qu'on avait dédiée pour cet échange de vues. Tout d'abord, je vous remercie, tous les 3 intervenants. Il y a eu beaucoup d'idées et j'espère qu'on peut continuer cette conversation. D'autant plus que le problème va rester, donc peut-être on peut continuer au mois de septembre. Problème sur tous les fronts. Pour ce qui concerne nos participants, merci à tout le monde de la part de European Foundation for Democracy et